c'est intéressant. Ça veut dire que dans ma pédagogie, je vais devoir mettre en place des outils qui vont aider l'enfant ou l'apprenant à non seulement construire ses apprentissages, mais au-delà de ça, de comprendre que ce que tu apprends entre ces quatre murs, si tant est qu'on fasse l'école entre quatre murs, parce qu'on peut très bien la faire dehors et on la faire en situation, il y a plein de possibilités de faire l'école, mais ce que j'apprends ici, c'est une ouverture, une clé de compréhension du monde dans lequel je vis. Et ce n'est pas limité à mon travail scolaire, ce n'est pas limité à passer mon baccalauréat. Pourquoi on a dans le système français en tout cas des élèves brillants considérés comme brillantissimes tout leur lycée qui s'effondrent arrivés à l'université? Ils s'effondrent parce que la nécessité de penser le savoir et de réfléchir à mes actions n'a pas été vue précédemment. On a bachoté, comme on dit en français. Je bachote. J'ai pas besoin d'apprendre, je bachote. Bachoter et apprendre, c'est pas la même chose. Je peux faire bachoter un perroquet. Je peux le faire, il va pouvoir répéter. Est-ce qu'il a compris ce que je dis? C'est autre chose. On a besoin d'une adéquation entre ce que je sais et mes actions. Il faut que ce que je dise soit corrélé à ce que je comprends. Sinon, ça n'a aucun sens et aucun intérêt. Comment on fait pour arriver à faire ça? La première des choses, c'est qu'il faut s'appuyer sur le désir. Pourquoi s'appuyer sur le désir? Parce que le désir est la source centrale de toutes les activités humaines. L'homme, avec un grand H, est désir. Il est mu par le désir. Tout le temps. J'ai pas dit par le besoin, j'ai dit par le désir. Le désir étant différent du besoin, il va convenir en fait de pouvoir l'expliciter. Un besoin, c'est quelque chose à laquelle vous êtes obligé de répondre. Quand vous avez soif, vous ne désirez pas boire de l'eau, vous avez besoin de boire. D'accord ? C'est une nécessité vitale sans laquelle ça ne peut pas, les choses ne peuvent pas advenir. Un désir peut ne pas être comblé. On n'a pas vocation à combler tous les désirs des enfants, ni des adultes d'ailleurs. C'est pas ça l'objectif. La frustration fait partie en fait des principes pédagogiques. Pourquoi? Parce que la première des frustrations pour un croyant, c'est le fait que je ne peux pas voir Allah Azza wa Jal. Je désire le voir, je désire le retrouver, mais je ne peux pas. Et c'est ma frustration première, mais ce désir va me pousser à comprendre le monde dans lequel je vis et à utiliser le libre arbitre qu'Allah Azza wa Jal a mis à l'intérieur de moi comme marque de sa créature pour comprendre le monde et me rendre utile à la communauté des hommes. C'est ce désir-là qui est premier et qui est moteur. Si je tue le désir, je tue l'apprentissage. Sans désir, il n'y a aucun apprentissage possible. Et il faut là revenir sur les turbulents de tout à l'heure, qui sont souvent pleins de désirs, mais qui ne trouvent pas la possibilité de les accomplir dans le cadre qui leur est proposé. Et on parle des turbulents, mais moi j'aimerais parler ici de ces bons obéissants que tous les profs connaissent, ces premiers de classe ou deuxième ou troisième, qui sont toujours parfaits et tellement très bien. Qui se préoccupe de cela et de leur vrai désir? Personne. Ceux-là, ils ont très bien compris qu'en jetant de la performance scolaire, vous savez, comme la sèche jette de l'encre pour se cacher, personne viendra les débusquer, personne viendra les chercher. Ils seront tranquilles, mais nous ne les connaîtrons pas. Nous, en tant qu'enseignants, nous ne pourrons pas les aider à s'épanouir en tant que sujet, parce que c'est là que j'en arrive avec le désir, c'est poser des sujets. Le désir, c'est ce qui pose le sujet. Un sujet est quelque chose qui désire. Un objet n'a pas de désir. Un objet n'a pas de désir et vous ne pouvez rien lui enseigner à cet objet-là. Vous pouvez lui transmettre, imprimer votre marque sur lui, parce qu'il est objet, mais pas sur le sujet. On n'imprime pas sa marque à un sujet, et nous, croyants et respectueux de la créature qu'Allah Azza wa Jalla a faite, encore moins. L'enfant qui nous est confié est une amana, c'est un double dépôt, c'est celui de ses parents, mais c'est avant tout celui de son Seigneur. Et on a une responsabilité vis-à-vis de ça. Je ne dois pas imposer mon propre désir à celui qui m'est confié. Même si j'ai très envie, parce que je me revois dans lui quand j'étais petite et tout, c'était tout pareil. Je vais lui dire, moi, par où je suis passée, ça lui évitera de souffrir. On ne fait pas l'impasse sur la souffrance. Accepter de mettre des enfants au monde, c'est accepter de les voir souffrir parce que d'être frustrés dans leurs désirs. C'est la vie. Ça fait partie d'un apprentissage de la vie. Donc, si j'utilise le désir
en tant que moteur de mes apprentissages, en tant que moteur de ce que je vais proposer, je vais permettre au sujet d'exister. Ce qui veut dire que pour un enseignant, il n'y a pas de trucs et astuces à mettre en place dans une classe pour faire obéir les enfants. Il n'y a pas de trucs et astuces. Je dois admettre que je ne sais rien, qu'à chaque rentrée scolaire, qu'à chaque rupture avec les enfants, même des toutes petites périodes, j'ai devant moi des personnes nouvelles qui ont fait des acquisitions nouvelles et que je dois moi me remettre en question pour leur proposer un cadre qui va permettre à ces sujets-là de s'épanouir et de se voir grandir et de se voir s'élever. Donc le désir, qu'on a dit, il ne faut pas le confondre avec le besoin, mais il ne faut pas également tomber dans un autre travers qui pourrait être de croire qu'on doit satisfaire donc tous les désirs. Parce que dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, dans les sociétés occidentales prioritairement, on assiste à l'avènement de pourrissons. Qu'est-ce que c'est qu'un pourrisson ? C'est comme un nourrisson, sauf qu'il n'a plus du tout l'âge d'être un nourrisson. Qu'on satisfasse l'ensemble des désirs et des besoins d'un nourrisson, c'est normal en fait. Je veux dire, il n'y a pas d'autre choix en fait. Qu'on le fasse avec des adolescents ou des adultes, c'est pas normal. Et on advient à des sociétés de gens tyrans, victimes de leurs propres désirs ou de leurs propres passions, et qui n'ont pas appris, au-delà du contrôle, qui n'ont pas appris que la frustration fait partie nécessairement de leur école d'apprentissage. Mais un pourrisson, c'est très pratique pour la consommation, un pourrisson, c'est très pratique pour tout un tas de choses, et du coup, on fait advenir des sociétés de tyrans, alors même qu'on œuvre dans un espace de liberté. Et la liberté, elle s'oppose à la tyrannie. Dans un espace de tyran, il n'y a pas de place pour la liberté. Donc, ce désir va être en fait la source même du dynamisme des enfants qui nous sont confiés. Et nos réussites ou nos échecs pédagogiques sont liés aux aléas de l'investissement du désir de l'enfant. Parfois, vous pouvez avoir mis en place le meilleur des outils, vous avez des enfants qui ne vont pas prendre en fait. Parce qu'à ce moment-là, à l'instant T là, ils ne sont pas en mesure de le faire. Leur désir connaît des aléas, tout comme le nôtre, et ils ne peuvent pas investir ce champ-là. C'est pour ça qu'il faut mettre en place dans les écoles, dans les lieux d'éducation et d'instruction, la possibilité pour l'enfant de choisir dans quelle discipline il va le travailler à tel ou tel moment, parce qu'on est sûr, du coup, de susciter le désir. C'est un choix, je l'ai choisi. Si je l'ai choisi, c'est que j'en avais envie, quelque part. Des vrais choix, pas des non-choix. Tu as le choix entre faire ton devoir de mathématiques tout de suite, ou alors je convoque tes parents pour leur dire que tu ne fais rien et tu seras puni chez toi. C'est pas un choix, ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Un vrai choix. Un vrai choix. Et du coup, ça nous amène à repenser nos pratiques au quotidien. Le désir va s'appuyer sur un autre aspect fondamental et majeur, la loi. La loi avec un grand L. Pas les réglementations, pas nos lois basiques, mais la loi symbolique qui fonde une barrière très nette entre moi et les autres. Cette loi-là, qui m'interdit de faire aux autres ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse à moi-même, qui rend la personne en face de moi sacrée du simple fait qu'elle existe et parce qu'elle est humaine, c'est cette loi-là qu'il convient d'instaurer, de cadrer dans nos institutions scolaires ou autres. Parce que la loi, c'est le désir. C'est-à-dire que la loi va permettre l'avènement du désir de chacun dans le respect de chacun. Le premier des désirs de chaque enfant qui vient au monde, c'est de fusionner avec sa maman, parce que c'est très confortable et que de ça dépend sa survie. S'il ne fusionne pas avec sa mère, il ne vivra pas. De là dépend sa survie. Et le travail de la mère, je dis mère pour parler de figure d'attachement, il est bien évident qu'un enfant qui n'a pas de mère, sa figure d'attachement sera la personne qui va s'occuper de lui, fût-il un homme. Ça ne changera rien que dans l'esprit de l'enfant, il occupera une fonction maternelle. Ce désir-là de l'enfant, de fusionner avec la maman, ça va être le travail du parent, en fait, de le séparer pour le préparer à s'insérer dans une société humaine. Lui dire que cette chose-là n'est pas possible parce qu'il appartient à une lignée humaine, à une culture, à des valeurs, etc., etc. Cette loi symbolique-là, elle permet à chaque individu de vivre en tant que sujet et de respecter l'autre en tant que sujet.
et de sortir d'une relation objetisante avec les personnes qui l'entourent. Donc, pour que l'enfant progresse et accède à la culture avec un grand C, non pas les humanités, mais la culture humaine en fait, on doit lui donner la possibilité d'être un sujet cadré par une loi. Comment je fais ça ? Moi, dans ma classe, et avec quel souci ? Eh bien, avec le souci éthique. L'éthique est le troisième terme que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui parce qu'il est central. Respecter la loi qui fait de nous des êtres humains. Ce qui fait que quand je suis éthique, je peux parfois contrevenir à des lois humaines qui ne respectent pas l'être humain. Je vais donner un exemple historique assez simple. Si je suis fonctionnaire sous le régime de Vichy à l'époque de pétainiste, j'ai le choix entre appliquer la réglementation qui veut que je signe un bordereau dans lequel je sais que je vais mettre 160 enfants, juifs ou pas, mais 160 enfants, dans des trains dans lesquels je sais qu'ils vont les conduire à la mort. Moralement, je ne suis pas attaquable. J'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. J'avais un chef, on m'a donné l'ordre, moi j'ai appliqué la réglementation. Éthiquement, je suis condamnable. Et c'est cette posture éthique que l'enseignant doit garder à l'heure dans sa classe. Au-delà de sa posture morale, au-delà d'appliquer des réglementations, au-delà d'appliquer un projet pédagogique fourni par l'établissement dans lequel il exerce, c'est de se dire « Je vais œuvrer dans ma classe avec éthique, avec le souci constant de m'adresser à ceux qui me sont confiés en tant que personne et en les respectant dans ce qu'ils ont de leur humanité. » Si je fais ça, je m'interdis obligatoirement certains types d'apprentissage, je m'interdis obligatoirement certaines pratiques qui ne sont pas respectueuses de l'humanité de l'enfant que j'ai en face de moi, les châtiments corporels, les humiliations psychologiques, etc., etc. De fait, si j'ai ce souci éthique, ces pratiques-là, elles tombent de fait. Et donc vous voyez qu'on en revient à pour réformer un système scolaire ou pour imprimer de nouveaux axes, il faut en priorité réformer l'adulte. C'est la posture de l'adulte qui va être centrale. Au-delà des programmes scolaires, au-delà des rythmes, etc., la posture de l'adulte est la priorité de la réforme. Si je ne change pas psychiquement, mentalement, ce qu'il y a à l'intérieur des personnes à qui je confie des enfants, je peux faire le programme le mieux du monde et des rythmes adaptés et des espaces adaptés, etc., je n'aurais rien changé et je n'aurais pas pu permettre à la réforme d'advenir. Par rapport à nos sources scripturaires, l'état de celui qui est éthique, c'est précisément l'état que tout musulman vise, c'est celui du croyant. C'est l'ihsan. C'est cette excellence-là qui vise à permettre aux musulmans de voir en chacun et en chacune l'humain et la créature qu'Allah Azzawajal a élevé au-dessus de toutes les autres créatures. Par une donnée principale sur laquelle je voudrais insister là maintenant, le libre arbitre. Aucune autre créature de la création n'a reçu le libre arbitre, sauf l'homme. Personne n'en a voulu. Mais Allah, il l'a voulu. Il a voulu que, quand on l'adore, c'est en conscience et en pleine volonté. Et nous, on contraint. On est que dans la contrainte et dans la coercition parce qu'on dit oui, mais c'est des enfants. C'est des enfants, ils ont été livrés avec les mêmes données que tous les autres. Respecter la personne en devenir dans l'enfant qui nous est confié, c'est respecter la volonté d'Allah Azzawajal. Parce que le libre arbitre d'un enfant, ça peut être gênant pour l'enseignant et pour le parent. Parce que quand il va te dire, ouais, mais là, en fait, moi, je comprends pas bien ce que tu dis parce que tu as dit blanc, mais en fait, tu as fait noir. Ça m'arrangerait vraiment qu'il n'ait pas d'esprit critique et qu'il n'ait pas de libre arbitre. Mais en fait, c'est cette qualité-là que je dois développer. Si je veux permettre à un enfant de s'insérer dans un monde de plus en plus mondialisé, dans un monde dans lequel il y a des espaces de liberté immenses, comment je peux lui demander ensuite d'exercer sa liberté en toute conscience à l'âge adulte si je ne lui ai jamais donné la possibilité d'exercer son esprit critique et sa liberté lorsqu'il était enfant? C'est impossible. C'est impossible. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un, est-ce que vous demanderiez à un bébé qui est en train d'apprendre à marcher d'aller courir le marathon de New York? Non. Vous demandez à des adultes, une fois devenus adultes, oui, alors là maintenant tu dois faire l'exercice de ta liberté, réfléchir par toi-même, etc. J'ai jamais fait ça. Excuse-moi, je ne sais pas faire. Parce que moi, quand j'étais enfant, on m'a dit, tu fais ça, après tu fais ça, après tu fais comme ça, après comme ça, après comme ça. Ou quand j'ai réfléchi. Ou quand j'ai pensé le monde.
Ça veut dire que c'est dès l'enfance qu'il faut amener les enfants à s'approprier des espaces de liberté et de réflexion et d'exercer leur esprit. Leur esprit critique, mais leur esprit tout court, j'ai envie de dire. Et si on n'arrive pas à proposer des activités d'apprentissage et des activités de mise au travail qui amènent l'enfant à utiliser l'outillage qu'il a reçu, on ne sert à rien. On sert à rien parce qu'on est en train de les formater pour une société qui demain n'existera plus. Donc vous les rendez handicapés sociaux pour l'avenir. Parce que vous leur avez donné des billes et des clés de compréhension du monde qui sont mortes avant même qu'elles aient pu s'en servir. La clé, elle a rouillé dans la serrure. Avant même qu'il ait pu ouvrir la porte, ça y est, c'est fini. C'est rouillé. Il n'y a plus rien. Et je veux dire, cette conception-là, elle n'est pas d'aujourd'hui. C'est pas ou Montessori ou Freinet qui nous l'a dit. Moi, je vais vous dire qui me l'a dit. C'est l'imam Ali. Quand il dit « N'élevez pas vos enfants sous le prisme de votre époque parce qu'ils ont été créés pour une époque différente de la vôtre. » Ben c'est ça. Et aujourd'hui, encore pire. Aujourd'hui, encore pire que les époques précédentes, vu les révolutions techniques, industrielles et les chantiers qui sont en train de s'ouvrir à l'orée de ce 21e siècle, c'est illusoire que de donner des clés de compréhension d'un monde qui est déjà mort et enterré avant même qu'il advienne. Ça ne veut pas dire que l'enfant arrive sans héritage et qu'on doit jeter aux orties tout ce que ses pères, mères, enseignants lui ont donné. C'est pas du tout ça. Ça veut dire que je dois m'appuyer sur mon héritage, mais je dois le faire fructifier, je dois le faire bonifier. Je ne peux pas le garder comme ça, parce qu'il ne me servira plus à rien. Il faut que je termine.